Une participation, celle du président de la République au 34e sommet de l'Union africaine qui a commencé aujourd'hui et qui se déroule par visioconférence. Une célébration, celle de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. C'était aujourd'hui sous la supervision de la MASEF, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Une évolution, celle de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Vous le voyez, tendance à la baisse. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 6 février 2021. En 22h que nous commençons encore une fois par la diplomatie actualité oblige avec le 34e sommet de l'Union africaine. Son ouverture, c'était aujourd'hui avec participation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Donc, ce sont des assises de 2 jours qui se déroulent, bien entendu, par visioconférence. La Covid-19 oblige, et ce virus qui d'ailleurs s'est invité aux travaux de ce sommet dont le thème devait être plutôt culturel. Bokar Baïleba. Les dirigeants africains se sont fixés comme objectif de discuter lors de ce sommet des arts, de la culture et du patrimoine sous le thème « Levier pour construire l'Afrique de nos ambitions ». Un sommet qui a débuté avec la participation par visioconférence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le sommet abordera également les contraintes qui empêchent l'Afrique de faire face à la pandémie de la Covid-19, la situation instable dans la Corne de l'Afrique, le dossier libyen, la lutte contre le terrorisme au Sahel et la zone de libre-échange continentale, entre autres sujets. Et dans son discours d'ouverture, Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que la pandémie de la Covid-19 s'est imposée au continent comme dans le reste du monde, soulignant que le virus continue de perturber tous les types de développement des États membres de l'organisation africaine. Le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine coïncide également avec l'annonce d'une nouvelle politique diplomatique des États-Unis par Joe Biden, qui souhaite renouer des liens avec les institutions multilatérales comme l'Union africaine. Et dans une vidéo publiée hier, le nouveau président américain a promis que son administration va mettre en œuvre une diplomatie au long cours en lien avec l'Union africaine pour faire face aux conflits qui font des victimes à travers l'ensemble du continent. Les débats à huis clos doivent démarrer par une intervention du président sud-africain Cyril Ramaphosa sur les efforts actuels du continent face à la pandémie. C'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui lui succédera à la présidence tournante annuelle de l'organisation. Les États membres seront également occupés par les élections internes à l'Union africaine. Lors de ce sommet, les dirigeants africains devraient élire le président de la Commission de l'Union africaine, ainsi que ses membres et 6 autres commissions de l'Union. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat est seul candidat à sa succession à la tête de la Commission, l'organe exécutif de l'Union. Et son élection se fera donc bien entendu à l'issue des travaux de ce 34e sommet qui ont commencé aujourd'hui avec participation du président de la République, sommet qui se déroule également en présence de plusieurs hôtes de marque, dont notamment les secrétaires généraux des Nations Unies, de l'Organisation de coopération islamique et de la Ligue arabe et le président palestinien. La diplomatie on y reste avec cette position de la Mauritanie vis-à-vis des derniers développements politiques en Libye. La Mauritanie salue en effet l'accord historique intervenu entre les Libyens. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Un communiqué donc rendu public aujourd'hui. Que dit ce communiqué, El Hajj Abdallah Din? Vous devez entendre donc Hajj lisant ce communiqué du ministère des Affaires étrangères dans lequel la Mauritanie salue donc l'accord intervenu entre les Libyens. La diplomatie, c'est aussi, n'est-ce pas, cette cérémonie organisée aujourd'hui par le ministère de la Santé en l'honneur des représentants de l'OMS
en Mauritanie, cérémonie présidée par les ministres en personne. À quelle occasion cette cérémonie, Bokar Baylaba? Les travaux du Forum sur la Libye, qui se sont déroulés pendant 5 derniers jours à Genève, ont abouti au choix d'une autorité de transition qui, avant la fin de cette année, assurera à travers des élections présidentielles et législatives la sortie de la Libye des fournaises des affrontements armés et des divisions. La République islamique de Mauritanie, en saluant cet accord historique entre les frères libyens et le rôle crucial joué par l'ONU dans son parrainage, affirme son soutien à ce processus et à tout ce qui permettra de réaliser les aspirations du peuple libyen frère à la sécurité, à la stabilité et d'assurer l'unité de son territoire et de sa souveraineté. Voilà quelques perturbations, quelques erreurs d'aiguillage. Ça, c'était le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur relatif donc à cette position de la Mauritanie vis-à-vis de cet accord qui vient d'intervenir entre les frères libyens, et c'était le résultat des négociations interlibyennes qui viennent de se dérouler à Genève. Alors, je parlais justement dans le cadre de cette page diplomatique de cette cérémonie organisée au ministère de la Santé aujourd'hui en l'honneur des représentants de l'OMS. Alors, c'était une cérémonie présidée par les ministres de la Santé en personne. Et dans quelle occasion cette cérémonie a été organisée, Bokar Baylaba, et cette fois, c'est la bonne. Fin de la mission du représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS en Mauritanie, Dr Abdussalam Gaye. À cette occasion, le ministère de la Santé a organisé une cérémonie de remerciement aux fonctionnaires onusiens pour les efforts consentis et l'abnégation dans le travail dont il a fait preuve tout au long de son séjour dans notre pays. Au début de la pandémie, nous avons une chance, c'est que nous avons parmi nos partenaires un expert des épidémies et qui est très engagé avec nous. Et ton engagement, tant du côté du ministère que du côté des partenaires pour la pandémie, a été très utile. Et ça nous a permis quand même d'avoir beaucoup de résultats aujourd'hui grâce à l'ensemble de l'appui des partenaires. Dans le cas toujours de cette pandémie, tu as pu mobiliser tes partenaires extérieurs. Et je le sais parfois par tes relations personnelles. Nous savons tous que l'OMS est un conseiller technique du ministère de la Santé. Mais là, on l'a vécu. On l'a vécu vraiment avec le représentant de l'OMS, Abdussalam Gaye. On avait vraiment un conseiller technique. Je crois que ça c'est essentiel pour le pays d'avoir un œil extérieur franc, mais un extérieur aussi qui accompagne, qui comprend, qui prend la mesure, qui prend conscience des choses. C'est important et Abdussalam a pu vraiment jouer ce rôle et on le remercie. Et vraiment, on te souhaite toute la réussite dans tes nouvelles fonctions, dans ta vie professionnelle et privée. Et à mon nom donc, et au nom de l'ensemble du personnel du ministère de la Santé, je peux même dire au nom des populations mauritaniennes, on te dit merci. Merci pour cette effort. L'intéressé s'est lui félicité des grands efforts que déploie le ministère de la Santé pour limiter les conséquences de la Covid-19. Et il continuera à plaider pour les causes de la Mauritanie sur le plan international. Ça a été un plaisir de faire ces 3 années avec comme domicile reconnu la Mauritanie. C'est un pays que j'ai du fond de mon cœur et comme on me l'a dit au départ, c'est un pays qu'on apprend à aimer et plus on reste, plus on s'accroche. Être représentant, c'était une petite intermède qui a été un plaisir et surtout un honneur pour moi que je le fasse en Mauritanie. Actuellement, dans le futur, Inch'Allah, je le ferai à partir de Brazzaville ou bien peut-être de Dakar ou Nairobi où on a encore des bureaux. Mais il faut savoir que je n'y mettrai même pas de gants. Quand il y a l'intérêt de la Mauritanie, je vais tout faire pour que ça soit respecté par tout le monde. D'autres personnalités se sont relayées pour souligner les énormes efforts déployés par la représentation de l'OMS dans le développement du secteur de la santé, notamment la lutte contre la pandémie du coronavirus. En somme, la fin de la mission du représentant de l'OMS ne changera pas le soutien apporté par les agents des Nations Unies à la santé en Mauritanie. Et ça, c'était donc cette cérémonie en l'honneur du représentant de l'OMS en Mauritanie à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays, cérémonie organisée par le ministère de la Santé. Autre ministère, autre cérémonie également,
Mais cette fois, c'est au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Que consacre cette cérémonie? Élément de réponse avec Mohamed El-Khattat. C'est une cérémonie qui vient couronner les efforts du jury qui a supervisé le concours organisé récemment par le ministère de l'Enseignement supérieur pour recruter des enseignants-chercheurs, le secteur de l'enseignement supérieur ayant connu ces dernières années un développement et une croissance, que ce soit en nombre d'institutions ou en termes de professeurs et étudiants, en plus de la diversification des offres de formation. Ce qui a placé le secteur devant des défis majeurs dont le plus important est de parvenir à un équilibre entre l'enseignement supérieur d'une part et son niveau et son contenu d'autre part. Une cérémonie qui a été l'occasion pour M. Sidi Oussal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, de préciser que ce jury a pu conduire avec succès ce concours de recrutement et permettre ainsi de trier sur le volet des professeurs émérites qui ne manqueront pas d'être une valeur de plus à ajouter au staff enseignant existant, insufflant ainsi un sang nouveau dans ces institutions bénéficiaires, avec ce que cela comporte de transfert de connaissances, d'expérience et de compétences. Le concours, a ajouté le ministre, s'est déroulé dans une totale transparence via des plateformes numériques et une application informatique conçue par la direction des stratégies et de la programmation, en collaboration avec la direction des technologies de l'information et de la communication, ce qui est une première dans notre pays. Ce recrutement, dont nous nous félicitons aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale des ressources humaines, conformément au programme électoral du président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, qui a donné ses instructions de tout mettre en œuvre et de tout disponibiliser pour renforcer les capacités des ressources humaines de l'enseignement supérieur. Le directeur des stratégies et de la programmation, Mohamed Ouledou El-Benyoug, a salué le travail exceptionnel fait par le jury, lequel n'aurait pu être réalisé sans le soutien, le parrainage et l'engagement personnel du ministre, a-t-il dit, ce qui témoigne de l'intérêt sincère des autorités du pays pour appuyer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. De son côté, Safiya Omar, porte-parole du jury, elle a exprimé la satisfaction de ses collègues quant au succès du concours qui reste un exemple de transparence et d'intégrité, a-t-elle dit, et une bonne expérience caractérisée par de nombreux avantages, notamment la qualité de la préparation, le manque d'improvisation, l'adoption d'une approche participative à tous les niveaux où l'accent a été mis sur l'engagement des experts dans la conception, l'adoption de mécanismes d'évaluation à l'aide d'une plateforme électronique pour effectuer le travail plus facilement malgré le contexte sanitaire de la COVID-19. Les critères posés pour participer à ce concours, auquel l'on prépare 201 candidats dont 126 ont été admis, sont passés par une analyse des profils, mais aussi une étude objective qui a duré plusieurs mois afin de définir avec précision et de manière exhaustive les besoins des établissements de l'enseignement supérieur. Voilà, cette cérémonie donc organisée en l'honneur des comités techniques ayant supervisé le récent concours pour le recrutement de certains professeurs de l'enseignement supérieur, cérémonie organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication et qui était présidée par le ministre donc en personne. Sa collègue des affaires sociales de la France et de la famille était aujourd'hui au Gorgol pour donner le coup d'envoi, superviser si vous le voulez, les activités marquant donc la célébration de la journée mondiale de lutte contre la mutilation génitale féminine. Alors, sous quel thème a été célébrée la journée cette année et d'où précisément sont parties les activités? Élément de réponse avec l'un de nos correspondants permanents là-bas, Bahebiri, revu en français par Melika Nakli. C'est à Kaïdi que s'est rendue la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille pour le lancement de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines.
Madame la ministre a été reçue par le wali de la wilaya du Gorgol, M. Ahmedna Oulsidibé, les autorités administratives et sécuritaires, les élus locaux et représentants de la société civile. La journée organisée par le MASEF en collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires s'est tenue sous le thème « Le temps de l'inaction mondiale est révolu, unissons-nous, finançons, agissons pour mettre fin aux mutilations génitales féminines ». À cette occasion, la ministre a mis l'accent sur les nombreuses étapes franchies dans cette lutte contre cette pratique d'un autre âge. La ministre a souligné que la prise en charge des franges vulnérables de la population constitue une priorité du gouvernement. Elle a mis l'accent sur les progrès considérables menés par notre pays afin d'éradiquer de nos pratiques les mutilations génitales féminines, mettant en avant les indicateurs liés à ce phénomène. La ministre a souligné l'efficacité des politiques gouvernementales grâce aux nombreuses campagnes de sensibilisation, aux programmes et stratégies mis en place. La ministre a rappelé que la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement ne peuvent être atteints sans qu'il ne soit mis fin à la violence à l'égard des femmes et des filles et sans que leur autonomisation ne soit réelle, ce qui passe par leur renforcement au plan économique et par l'engagement de notre pays à atteindre les objectifs des 3 zéros d'ici 2030. 0 mortalité maternelle, 0 mariage d'enfants et 0 violence à l'égard des femmes et des filles. Le maire de la commune de Kaïdi a souligné son appréciation quant à cette manifestation. Il a mis l'accent sur l'importance à préserver la femme de toute forme de violence, dont celle des mutilations génitales féminines. Quant aux représentants de l'UNICEF, il a remercié le gouvernement mauritanien pour la célébration de cet important événement qui s'inscrit dans le cadre de la protection de la femme et du respect de ses droits, demandant aux autorités nationales de renforcer ses efforts sur cette voie. La célébration de la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines est célébrée aujourd'hui. Célébration à partir de Kaïdi sous la supervision de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Je rappelle le thème de cette journée, le temps de l'inaction mondiale est révolu. Unissons-nous, finançons, agissons pour donc mettre fin au MJF. Ça, c'était la célébration aujourd'hui. Donc, à Kaïdi, supervisé par la MASEF. La MASEF qui était, je le rappelle, hier à Selibabi. Là-bas, elle a supervisé donc l'opération d'identification des personnes handicapées devant bénéficier d'une assurance maladie. La ministre a eu d'autres activités dans la capitale du Guidimara. Parmi ces activités, une caravane justement dans le cadre de cette identification. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents, Mohamed Ali Salek, revu en français par El Haj Abdallah Din. C'est à partir de la ville de Silibabi que cette caravane sillonnera l'ensemble des communes de la wilaya de Kidimara. Elle a pour but d'identifier et de recenser les personnes handicapées qui vont bénéficier de l'assurance maladie. La tournée de cette caravane supervisée par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Nahm Haroun Oul-Chersidia, durera une semaine. La caravane est composée des équipes qui assureront le recensement des personnes ciblées. Madame la ministre, en compagnie du wali de la wilaya de Kidimara, a également procédé à la distribution d'équipements et des matériels agricoles aux coopératives féminines, afin de leur permettre et de diversifier la production, particulièrement en légumes. Les femmes agricultrices bénéficiaires de ce soutien logistique ont apprécié cet appui qui leur permettra de mieux développer et d'améliorer leur production. Par ailleurs, Madame la ministre s'est rendue au siège de la Direction régionale des affaires sociales, une structure qui de service régional a été promise en direction régionale dans le cadre d'une nouvelle restructuration du département. Le centre de la promotion féminine à Silibabi a été la dernière étape de cette visite. Sur place, Madame la ministre a reçu des explications sur les spécialités, les programmes et les formations dispensées par ce centre, qui sont en adéquation avec le marché du travail. Dans la commune d'Agouinit, Madame la ministre s'est rendue à l'école des sourds qui dispense des programmes pédagogiques spécifiques destinés à cette catégorie sociale. Dans cette école, la ministre a pu s'enquérir de la situation de l'établissement ainsi que des éventuelles insuffisances constatées. Voilà les activités donc hier de la MASEF au niveau de la wilaya du Guidimara. La page médicale à présent de ce journal, une page médicale consacrée comme d'habitude, actualité oblige, à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Une pandémie donc à tendance à la baisse. C'est ce qu'on va voir. Quelles sont donc l'évolution, quelle est l'évolution aujourd'hui, quels sont les nouveaux chiffres, ce qui caractérise la situation épidémiologique ce soir, c'est ce qu'on va voir avec le directeur général de la santé publique.
La situation épidémiologique se caractérise aujourd'hui par 15 nouvelles infections à la Covid-19, dont 2 cas contacts et 13 communautaires. On note également la guérison de 39 personnes qui étaient infectées et, alhamdoulilah, on n'a pas enregistré de décès au cours des dernières 24 heures. Ainsi, le total de cas a atteint 16 792, dont 9 004 de contacts, 188 de cas importés et le reste des cas communautaires. Le nombre de guérisons a, lui, atteint 15 985 et les décès 425. Les cas actifs ce jour sont au nombre de 382, dont 331 sans signe, 33 avec des signes légers et 18 en situation grave. Les nouveaux cas se répartissent comme suit entre les Muqata'a, 2 à Boumdeid, 2 à Kifa, 2 à Boutilimit, 1 à Shingiti, 1 à Nouadhibou, 1 à Sebkha, 2 à Tayarit, à Arafat 1 cas et à Riyad 3 cas. Le total de tests effectués au cours des dernières 24 heures est de 674, dont 635 tests de dépistage, répartis entre 350 tests rapides et 277 tests de PCR. Ils se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions: 84 au Hod Sharqi, 2 à El Gharbi, 67 à Nasaba, 19 au Gorgol, 19 au Brakna, 36 au Trarza, 14 à Nadra, 31 à Nouadhibou, 6 au Tagan, 21 au Guidimaka, 2 à Tirzemour, 48 à Nishiri, 255 à Nouakchott Ouest, 42 à Nouakchott Nord et 28 à Nouakchott Sud. Le total de tests a ainsi atteint 194 801, dont 167 751 de diagnostics, répartis entre 127 788 de tests rapides et 39 966 tests de PCR. L'évolution de la pandémie donc de la Covid-19, 39 guérisons, 15 nouveaux cas et Allah soit loué, 0 décès. Voilà les chiffres qui caractérisent cette évolution ce soir. Une tendance donc descendante et cela est dû entre autres, bien entendu, aux mesures préventives très efficaces vis-à-vis des effets de ce virus et de sa propagation. Donc des mesures qu'il faut absolument respecter. Et en tout cas, c'est dans le plein respect de ces mesures que s'est tenue cette réunion aujourd'hui à Tayarit. Une réunion qui a regroupé l'association des maires de Nouakchott et le directeur général de la Somelec. Quel est l'objectif de cette réunion? Élément de réponse avec El Haj Abdallah Din. Trouver des solutions appropriées aux problèmes des citoyens en matière d'électricité afin d'améliorer ces services au niveau de 3 wilayas de Nouakchott. Tel était l'objet de cette réunion regroupant les maires des communes de Nouakchott et le directeur général de la Société mauritanienne pour l'électricité. Au cours de cette réunion, les maires ont soulevé les problèmes auxquels les populations font face et les dysfonctionnements que la société doit résoudre, insistant sur la nécessité de la mise en place d'un mécanisme permettant la pérennité d'une telle réunion. Le maire de la commune de Tayarit, M. Ahmedoul Mohamed Cheikh Oulali, président de l'association des maires de Nouakchott, a indiqué que cette réunion permettra d'informer les maires sur les détails relatifs au service de l'électricité et sans précédent, précisant que ce service dispensé par la Somelec est considéré comme une nécessité. Et il a ajouté que les maires seront un appui pour la société dans le cadre de sa nouvelle stratégie via la sensibilisation des citoyens sur l'importance de l'électricité et la nécessité de s'éloigner de la fraude. De son côté, le directeur général de la Société mauritanienne pour l'électricité, Somelec, M. Cheikh Abdallah Beida, a indiqué que cette rencontre directe avec les représentants des citoyens aidera à mettre en place un plan pratique qui se base sur une réforme globale de la société, ajoutant qu'il existe des instructions émanant des autorités du pays appelant à l'accélération de la résolution des problèmes liés à l'électricité et mettre fin aux coupures répétées. Cette réunion devrait permettre d'ouvrir la voie à une communication pérenne entre la Somelec et les citoyens par le biais des maires afin de résoudre les problèmes relatifs au service d'électricité. Merci de suivre les GTF de Mauritanie à la suite du journal avec cette nouvelle promotion de l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de Rosso, nouvelle promotion qui vient de sortir. Alors sur la durée, sur cette formation, ces domaines et le nombre des éléments qui composent cette formation, élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent Abdallah Yislim, revu en français par Melika Nakli. 40 élèves issus de familles rurales de la wilaya du Trarza
constitue la nouvelle promotion de l'école technique et de la formation professionnelle de Rosso. Ces élèves ont reçu une formation intensive de 2 mois dans les domaines de l'électricité domestique, de la culture des produits maraîchers et de la plomberie. Le directeur de l'école, M. Ishaq Oudekri, a indiqué que cette promotion dispose désormais des compétences qui lui permettent d'accéder dignement au marché de l'emploi, précisant que l'école disponibilise ainsi une main-d'œuvre qualifiée et qu'elle contribue à ce titre à résorber le chômage. Il a ajouté que l'école a formé depuis sa création en 1992 plus de 700 jeunes dans différentes spécialités, coiffure des dames, commerce, électricité domestique, froid, plomberie, agriculture, énergie renouvelable et santé animale. Le porte-parole de la promotion a exprimé, au nom de ses membres, leur remerciement et reconnaissance à l'endroit de l'école de formation professionnelle de Rosso et à l'Institut de promotion de formation technique et professionnelle, grâce au partenariat desquels la formation a pu être organisée sur financement du projet régional d'appui au système pastoral au Sahel. La cérémonie a été marquée par la distribution d'attestations aux sortants, en plus d'équipements relevant du domaine du maraîchage, de l'électricité et de la plomberie. Une nouvelle promotion donc de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Rosso. Nouvelle promotion qui vient de sortir et c'est sûr, c'est là que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le coup d'envoi donc aujourd'hui du 34e sommet de l'Union africaine avec participation du président de la République. Durée des travaux 2 jours, bien sûr, ce sont des assises qui se déroulent par visioconférence. Covid-19 oblige. Ici, c'est la célébration à Kaïdi de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines sous la supervision de la MASEF, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Ici, c'est l'évolution de la situation épidémiologique, vous le voyez. Donc 15 nouveaux cas et 39 guérisons et 0 décès. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, eh bien, je vous rappelle d'abord de respecter les gestes barrières, à savoir rester chez vous, ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez par nécessité, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas de respecter la distanciation sociale, autrement dit au moins 1,30 m, 1,50 m par rapport aux autres. Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.